Saviez-vous que la famille de Napoléon Ier avait un lien avec la petite ville de Cézanne, dans la Marne? C'est ce que raconte Bernard Derty, journaliste, dans son premier livre, Les oubliés de Cézanne. Un récit historique qui met en lumière une figure méconnue, un couple hors norme et un mariage qui aurait dû marquer les esprits. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je vais commencer par citer votre quatrième de couverture. Vous la notez comme ça, cette citation. C'est dans cette petite ville champenoise qu'il repose à présent, ignoré de tous. Mais alors de qui on parle? Eh bien, on parle tout simplement d'un couple tout à fait anormal pour la période, puisqu'il s'agit de la fin du XVIIIe siècle, qui est constitué par une marquise, la marquise Marie-Françoise de Beauharnais, et d'un mulâtre venu de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, qui se sont mariés. Et Marie-Françoise de Beauharnais n'était pas n'importe qui, elle était tout simplement la belle-sœur et cousine de Joséphine de Beauharnais, qui sera impératrice des Français. Alors justement, quand on continue aussi à lire votre quatrième de couverture, vous le disiez, un homme noir qui épouse une marquise, à l'époque, c'est inimaginable. Vous le mettez comme ça. Pour vous, en 1797, est-ce que vous étiez déjà tombé sur une histoire du genre? Non, non, évidemment que non. Il faut bien savoir que même pendant la période de Louis XVI, ça s'accentuera ensuite avec Napoléon, on avait l'impression déjà, alors qu'il n'était que 5 à 6 000, qu'il y avait trop de Noirs en France. Et on avait installé un système qui était dans les ports français, d'avoir la possibilité pour les colons qui arrivaient avec leurs domestiques noirs des Antilles, avoir la possibilité de les déposer là, pendant quelque temps, le temps qu'ils se promènent en France, et de les reprendre pour ensuite regagner les îles. Donc il n'y avait pas véritablement une appétence particulière de la population, et sûrement pas des dirigeants, pour les Noirs. Alors comment on aboutit à ce mariage justement? Comment ils se sont côtoyés? Comment ils se sont rencontrés? La Révolution a tout chamboulé pendant cette période. Madame de Beauharnais, marquise, a eu droit, de par son nom, à se retrouver en prison à Paris, dans la prison Sainte-Pélagie, où elle est restée pratiquement plus d'1 an. Et à sa sortie de prison, elle a trouvé dans son hôtel de la rue Neuve des Mathurins à Paris, elle a trouvé une quantité de gens qui étaient abrités par la République. Parmi eux, il y avait un député de la Convention qui s'appelait Pierre-Nicolas Garneau, qui était député et qui devient maire ensuite du 1er arrondissement, et qui a fait venir une partie de sa famille. Et dans sa famille, il y avait Charles-Guillaume Castin, qui a rencontré la marquise. Ils se sont rencontrés, elle n'était pas la princesse de Clèves, il n'était pas le duc de Nemours, mais enfin ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, et c'est ainsi que ça s'est passé. Alors, vous avez choisi de traiter cette histoire pour votre premier roman, votre premier livre. Pourquoi cette histoire? Pourquoi vous avez décidé de le consacrer à ce thème-là? Et puis surtout, est-ce que c'est une histoire qui vous est venue comme ça ou vous avez découvert avec le temps? Je l'ai découvert parce que personne ne m'a appris à l'école que la belle-sœur de l'impératrice des Français et que son mari était noir. Personne ne me l'a dit, pas plus qu'on ne m'a donné l'impression, quand j'étudiais Alexandre Dumas, que son père était un mulâtre. Ce sont des choses que les historiens et que l'éducation dite nationale a totalement oubliées. Donc je l'ai su après. Et puis il se trouve que Cézanne, ça n'est pas très loin de l'endroit où j'habite, puisque j'habite dans la Marne. Et à partir de cela, je me suis intéressé plus spécialement, en voyant notamment cette tombe quasiment abandonnée dans le cimetière de Cézanne, qui était la tombe de la marquise de Beauharnais. Alors, vous le dites, effectivement, on a effacé des gens des mémoires, on a effacé ce couple des mémoires de France. Selon vous, c'est volontaire? Oui, tout à fait volontaire de la part de Napoléon. Il suffit de voir les édits de Napoléon, qui notamment interdisaient la présence des Noirs à partir de 1802 dans toute la région parisienne. Il a fait une exception pour le général Dumas, qui est mort d'ailleurs quelque temps après, mais tous les Noirs étaient interdits dans la région parisienne. On les a envoyés soit dans les Alpes-Maritimes, soit dans les Pyrénées-Atlantiques, ou pour certains, carrément, il y a eu un régiment noir, par exemple de Napoléon, qu'on appelait les pionniers noirs, qui construisaient notamment des routes. Eh bien, ces pionniers noirs, on les a mis à la disposition du roi de Naples, en Italie, mais sûrement pas à Paris et sûrement pas
près de la cour impériale. Alors vous êtes allé aux archives, effectivement, quand vous avez ouvert ces dossiers-là, notamment le dossier de Charles, vous vous êtes rendu compte qu'il manquait des choses. Il y avait plus, tout a été occulté, effacé. Ah oui, tout est effacé. On ne peut pas dire qu'il ne savait pas écrire, puisque à partir du moment où on a conservé ces écritures, c'est-à-dire à partir de la Restauration royale, on a effectivement les rapports qui sont signés par Charles-Guillaume Castin. Mais toute la période du Consulat et de l'Empire, il n'y a plus rien dans les dossiers. Pire, lorsqu'il s'est agi de relater la présence de Charles-Guillaume Castin et de la marquise à Sampigny dans la Meuse où ils étaient, où ils dirigeaient une entreprise qui fabriquait des chariots pour la Grande Armée, eh bien la presse de l'époque, le narrateur de la Meuse par exemple, ne cite pas le nom de Marie-Françoise de Beauharnais, pas plus que celui de Charles-Guillaume Castin. On dit le directeur de cet établissement est un zélé directeur, etc. Mais on n'en parle pas parce que Napoléon et la censure de l'Empire ne voulaient pas que l'on cite le nom de ces personnages. Alors vous êtes un passionné d'histoire, on dirait, mais finalement vous êtes journaliste à la base. Comment vous avez un petit peu pensé ce récit, puisque ce n'est pas du tout la même approche? Non, ça n'est pas la même approche, mais c'est un reportage en plus long. Et elle a la possibilité d'écrire plus longuement. Là où on est limité à quelques feuillets, il faut effectivement travailler plus longtemps et effectivement aller beaucoup plus loin dans les recherches. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris, disons, entre 2 ans, 2 ans et demi au plus entre les recherches et l'écriture de ce livre. Dernière question, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez que le lecteur retienne quoi en sortant de ce livre une fois qu'il a clôturé sa dernière page? Eh bien, qu'il retienne déjà la chose suivante, que la discrimination raciale ne date pas de ces dernières années, que ce n'est pas le fait de seulement les États-Unis dans son époque, mais qu'en France, à la fin d'une révolution que Napoléon avait déclarée comme finie, eh bien on a installé en France une discrimination raciale, que de la même façon, on a eu des pharmaciens, comme par exemple celui qui est né en Haute-Marne, qui s'appelle Julien Joseph Viret, de mettre en place un système de racisme scientifique en mesurant l'angle des visages entre les Noirs et les Blancs et en faisant effectivement des distinctions entre les races, qui a donné lieu à un racisme scientifique qui a débouché sur un racisme d'État. C'est tout ça que vous souhaitez raconter dans cette histoire. Vous avez d'autres projets ? Oui, actuellement, je suis en train de travailler sur un autre livre qui relatera les généraux noirs. Alors, il y a des généraux que l'on connaît, et puis d'autres qu'on ne connaît pas. La plupart des généraux noirs ont été ceux qui ont été installés à Saint-Domingue pendant la Révolution, avec Toussaint Louverture notamment. Mais après, il n'y en a eu pratiquement aucun. Et aujourd'hui, dans l'armée française, il n'y en a pratiquement aucun. Il y en a eu un qui était le général Vigilant, directeur de l'école de guerre, mais c'est sans doute le dernier. Et je commence avec l'Antiquité en prenant un général qu'on ignore, qui était à la tête de la Légion thébaine, qui venait de la Haute-Égypte et qui était Maurice, Saint Maurice, qui était massacré en Suisse et qui deviendra le saint patron du Saint-Empire romain germanique. Écoutez, on le note, en tout cas le livre est disponible à la commande dans certaines librairies aussi, et donc on est impatient de découvrir votre futur livre. Merci d'avoir été avec nous. Merci.